Donc bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur la chaîne Philippe Lucchesi pour une interview. Donc Philippe Lucchesi il a la particularité d'être analyste financier sur la bourse, notamment sur les small caps. On s'est connus sur le forum des investisseurs heureux, qui est peut-être le forum francophone gratuit d'investissement le plus qualitatif en France. Et on est tous les deux avec Philippe un peu des vieux de la vieille de ce forum, puisqu'on était là au tout début du forum vers les années 2011-2012. Et j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui sur la chaîne. Donc d'abord Philippe, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu dans les grandes lignes, ton parcours, voilà, comment tu es arrivé à la bourse, etc. Écoute, merci Julien de m'accueillir sur ta chaîne. C'est avec grand plaisir que je vais répondre à toutes les questions que tu peux poser. Alors donc, je m'appelle Philippe Lucchesi, donc j'ai 54 ans, je fais de la bourse depuis plus de 25 ans. Et mon parcours, je dirais, partie scolaire est pas du tout orienté finance-bourse, puisque moi je suis de formation scientifique, je suis plutôt ingénieur en fait en mécanique, en robotique, avec une spécialisation dans le nucléaire. Ce qui fait qu'en dirait en parcours professionnel, j'ai beaucoup travaillé pour l'industrie, donc pour Schneider, pour les pétroliers, puis à la fin pour de ma carrière pour EDF SA. Et j'ai arrêté d'être salarié en 2019, puisque pendant, on va dire, la partie où j'étais salarié, je faisais en même temps de la bourse, en fait, forcément, vu que j'en fais depuis 25 ans. Et puis j'ai arrêté en 2019 le salariat pour me consacrer entièrement, en fin de compte, à la bourse. Et j'irai à la partie que j'aime bien, c'est-à-dire le segment des marchés qui s'appelle les small mid cap, donc les petites capitalisations boursières qui sont cotées sur Euronext. Alors j'ai commencé la bourse plutôt, je dirais, par hasard, puisque, comme j'ai dit, moi j'étais pas du tout du milieu. Et c'est au travail, en fait, dans les années fin 90, en fait, à partir de 95-96, il y avait, en fin de compte, Internet qui arrivait dans les maisons, en fait, et on pouvait à ce moment-là passer des ordres, en fait, en ligne, ce qui était révolutionnaire à l'époque, puisqu'avant, il fallait plutôt passer par les banques. Donc on allait voir la banque de son village, on remplissait le papier pour acheter telle action, on donnait le papier, et puis on avait le résultat que le lendemain, et avec en plus cette contrainte que le lundi, la banque était fermée. Donc en fait, on se retrouvait avec du décalage qui a plus rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Donc arrivé à ce moment-là, les courtiers en ligne, et donc un ami me dit, Philippe, c'est plutôt pas mal, les courtiers en ligne, on peut se faire de l'argent en fait. Tu peux acheter des actions et puis les revendre et puis gagner 50 francs, 100 francs assez facilement. Donc, bon voilà, donc c'est mon premier pied dans la bourse. J'y suis allé donc en 96. Mes premiers ordres, c'était ces années-là. Par contre, à l'époque, je comprenais rien. Actions, obligations, marché, je comprenais rien. Passer des ordres, cours limités, tout ça, enfin, je comprenais trop rien. Donc voilà. Donc il a fallu que je me forme au fur et à mesure. Et puis maintenant, ça fait 4 ans que je suis plus salarié donc pour un patron, que je gère moi-même mon propre family office. Et j'ai aussi monté une société d'édition qui est dédiée à la bourse, qui est dédiée en fait au stock picking sur Euronext et qui s'appelle Finance Academy. Donc voilà pour mon parcours, quoi. Donc passionné et puis temps plein maintenant depuis 2019 là-dessus. Parcours effectivement intéressant. Moi, ça me rappelle aussi des souvenirs puisque j'avais été acheter ma première action dans le bureau de poste du village en Creuse avec ma grand-mère et en face, la tenancière du bureau de poste ne savait pas trop comment on faisait pour acheter une action. Donc moi, c'était quand j'avais 13 ans, un peu aussi dans les années 90, même si après, comme j'étais jeune, j'ai arrêté quelques années. Mais effectivement, tu as un parcours assez atypique un peu dans le monde actuel parce que déjà, tu as pas mal d'expérience. On voit que c'est de la longue durée. C'est pas le cas de beaucoup d'autres youtubeurs, hein, puisque tu as aussi une chaîne YouTube. On va dire que tu as connu les cracks de 2001, 2008, celui du Mmh. Covid, donc tu as vraiment une longue expérience. Et puis, l'autre point intéressant, effectivement, de ce que tu as dit dans ton parcours, c'est que finalement, tu es arrivé avec ce parcours à une indépendance financière il y a 4 ans environ. Alors, pas dans l'indépendance financière typée vente de rêve, mais on le voit un peu souvent par l'immobilier, des choses comme ça. Toi, tu es arrivé par la bourse et puis un peu par ta société d'édition à côté. C'est assez atypique puisque voilà, la bourse, il faut quand même un certain capital accumulé pour en vivre. Et donc, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de t'avoir aujourd'hui chez nous. Mmh. Merci. Alors toi, tu es un peu plus vraiment spécialisé stock picking. Alors pourquoi justement tu as choisi le stock picking par rapport à un peu la mode actuelle qui est plutôt à l'investissement passif et aux ETF? Alors même si effectivement quand tu as commencé, on n'était pas encore sur la mode des ETF. C'est ça, donc moi j'ai pas d'ETF en portefeuille. Alors déjà, comme tu l'as dit, premièrement, quand je me suis intéressé à la bourse, en fait, il y avait soit tu achètes des actions, et il y avait très peu de produits dérivés. Ça commençait à arriver là, les varans, les trucs comme ça là. Mais je dirais en fait la bourse, il y avait qu'une seule façon de faire de la bourse. Je dirais grosso modo, c'était en fait il faut choisir des valeurs quoi. Donc soit tu le délègues au banquier, soit tu les choisis toi-même. Donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, j'ai été quelque part piégé, c'est que je me suis mis à faire ça. Je me suis mis à rencontrer des gens dans les années 2000 en fait. Donc j'ai commencé en 96, 96 à 2000, j'ai perdu des ronds. À partir de 2000-2001, je me suis formé à l'analyse fondamentale et c'est là que j'ai rencontré des gens via Internet sur Paris. À l'époque, j'étais dans la région parisienne et qui m'ont montré en fin de compte qu'il y avait le segment des small caps où on pouvait en fait apprendre des choses et que ça pouvait être intéressant. Et j'ai été piégé, ça m'a passionné en fait. Donc j'ai énormément de plaisir en fait à découvrir des sociétés qui restent à taille humaine, c'est-à-dire les small caps par exemple, hein, mettons c'est 500 millions de capitalisation maxi, allez, 1 milliard,
à peu près aller à la louche. Donc ça reste des business qui sont souvent simples, c'est-à-dire monosecteur, monoproduit. Quand vous prenez des sociétés qui font, j'en sais rien moi, qui font du pesage industriel et qui font que ça, ou des sociétés qui découpent du bois et puis qui font que ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre que, je sais pas moi, Pernod Ricard qui a plein de marques, qui exporte dans plein de monde, et qui est dans plein de continents, etc. Donc voilà pourquoi déjà j'ai commencé par le stockpiling, parce que j'avais pas le choix, en fait, et après je me suis pris au jeu, en fait. J'ai vraiment adoré ça, à découvrir les boîtes, comprendre comment ça fonctionne, s'intéresser au business, qu'est-ce qui fait qu'il y a des managers qui sont exceptionnels. Si je reprends par rapport à l'année 2024, si je prends une boîte qui est super connue, qui est pas du tout une small cap, qui s'appelle Tesla, on comprend bien que si on enlève Elon Musk de Tesla, c'est plus du tout la même boîte, quoi. Et ben on peut retrouver ça, à toute proportion gardée, dans des petites capitalisations. Donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser aux dirigeants, à la famille, ce qu'ils ont fait. Et moi, toutes ces histoires-là, ça me passionne, quoi. Moi, j'adore ça, quoi. De comprendre comment la boîte s'est construite, quelle est son histoire, comment ils ont embarqué les équipes avec eux, etc. Donc, vu que je fais ça vu que je fais ça depuis 4 ans à temps plein, vu que je suis membre de la Société française des analystes financiers, j'ai beaucoup de temps pour consacrer à ça. Et puis, grâce à la SFAF, hein, Société française des analystes financiers où je suis membre, j'ai accès au management. Donc, je peux aller aux réunions d'analystes des petites valeurs qui sont cotées sur Euronext. Donc voilà. Donc ça fait que, en fait, je vais dire, je m'éclate, quoi. Donc voilà pourquoi je fais ça. Alors, et en même temps, pourquoi je fais pas d'ETF? Déjà, comme je le dis, je suis déjà occupé temps plein sur quelque chose que j'aime et puis qui marche plutôt bien pour moi. Et puis les ETF, si on veut s'y mettre, je pense qu'aussi, enfin, faut quand même se former un peu parce qu'il y a un myriade d'ETF, quoi. Donc faut faire attention, enfin bref, il faut se former, je pense que pour les ETF. Alors même si moi j'ai lu les livres, hein, par exemple Épargnant 3.0 des lourds petits, je vois bien qu'il faut se former, quoi. Il y a ETF synthétique, il y a ETF réplication physique. Après, il y a les ETF qui ont des noms marketing émergents. Vous regardez dedans, vous avez du Apple. Est-ce que Apple c'est vraiment de l'émergent? Enfin, donc ça pose question, quoi. Donc il faut aussi, je pense, pour les ETF, il faut aussi se former pour pas tomber dans les pièges de vouloir aller un petit peu plus loin que l'ETF global du marché. Si on veut faire des poches de secteur, je pense qu'il faut aussi se former. Et donc, c'est le pas que je n'ai pas franchi. Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire, hein. Mais pour rebondir sur ce que tu disais de l'intérêt effectivement du stock picking sur les small caps où tu connais bien les entreprises, tu vois, moi je trouve que sur les ETF, en fait, quand tu compares un peu entre les deux, parfois les gens sous-estiment un peu le confort psychologique à bien connaître ce que tu as en portefeuille. Et quand tu es sur des ETF et que tu as par exemple un crack de 40 ou 50%, ce qui t'arrivera peut-être une fois dans ta vie boursière, hein, ça c'est déjà arrivé, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Alors les gens me disent oui, bah, je continuerai mon DCA si le marché baisse. Sauf que c'est souvent des gens qui ont commencé la bourse il y a 2-3 ans, qui ont connu que le crack Covid, qui pour moi n'était pas vraiment un vrai crack puisqu'il a duré un mois, et qui ont peut-être 40 000 euros en portefeuille ETF. Donc même s'ils perdent 20 000 euros, s'ils font 1 000 euros d'épargne par mois, ils vont refaire leur capital en 20 mois. Par contre, si tu as vraiment un gros portefeuille boursier d'1 million d'euros, par exemple, et que tu perds 4 ou 500 000 euros, eh bien émotionnellement, on ne sait pas trop comment tu vas réagir parce que tu sais que tu vas pas les refaire en épargne, en tout cas, c'est 400 ou 500 000 euros le lendemain. Eh bien, moi, je trouve que tu as vraiment un confort psychologique en stock picking à savoir vraiment ce que tu as en portefeuille, à savoir que c'est certaines boîtes que tu as bien étudiées, que c'est des boîtes où, par exemple, si tu avais des critères de valorisation, tu n'as jamais pris de boîtes survalorisées. Quand tu as un ETF, tu as tout le marché, tu connais forcément pas les boîtes que tu as. Donc, moi, pour compléter un peu ce que tu disais, c'est aussi un truc que je peux voir, moi, comme avantage au stock picking. Alors, tu parlais spécifiquement des small caps, que tu arrives à bien les connaître grâce à ta proximité au management. Est-ce que tu considères qu'il y a aussi un avantage un peu de valo parce que justement, comme ces boîtes ont parfois des flottants réduits, les gros fonds ou justement les ETF, les fonds indiciels, ils vont beaucoup moins. Et donc, est-ce que tu considères qu'en tant que particulier, sur les aspects un peu valorisation, on peut avoir des avantages? Ouais, effectivement. Moi, je pense que sur les small caps, alors l'univers que je parle, hein, sur les small caps côté sur Euronext, donc ça exclut tout ce qui est à la limite à partir du SBF 120, on va dire les 120 plus grosses capitalisations de Euronext. Donc dedans, il y a tous les Rallipid, L'Oréal, etc. Donc si on exclut tout ça et qu'on va sur les petites boîtes, les small caps, je pense qu'il y a énormément de sociétés qui sont pas comprises parce qu'elles sont pas suivies par des analystes. Elles sont pas suivies par des gérants parce que c'est tellement peu profond au marché. Vous prenez des gérants, enfin des grosses sociétés de gestion qui gèrent plusieurs dizaines de milliards, ils vont pas aller sur des sociétés qui font 30 millions de capitalisation boursière. Parce qu'ils vont monter une ligne qui va faire 1 pour 100 000 de leurs encours. Ça n'a pas de sens en fait. Donc ils vont devoir passer du temps pour un encours qui n'a pas de sens. Donc on se retrouve effectivement, comme tu l'as dit,
avec un segment en fait du marché. Il n'y a pas un marché boursier, mais des marchés boursiers. Et donc ce segment des petites valeurs, des petites capitalisations sont des valeurs qui peuvent être parfois à l'abandon. Moi, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, la Finance Academy, où j'avais repris une étude qui avait été commandée par la Société française des analystes financiers qui indiquait qu'il y avait plus de 120 boîtes cotées sur Euronext qui étaient suivies par zéro analyste. 120 boîtes. Et parmi ces boîtes-là, vous avez des boîtes qui peuvent être leaders mondiales dans leur secteur. Donc on se retrouve en fin de compte avec des poches d'inefficience possibles, au sens où c'est pas suivi. Il y a que les particuliers qui y vont, quasiment essentiellement des particuliers qui y vont. Donc on se retrouve avec des valos qui sont soit exagérés à la hausse, soit exagérés à la baisse. Donc tout ça pour dire que je pense que le marché globalement il est efficient sur des grosses capis où les news elles sont assez intégrées. Voilà. Tandis que sur les petites capitalisations, on a potentiellement beaucoup de poches d'inefficience du marché où ça exagère à la baisse, ou ça exagère à la hausse. Et je pense que chose qu'on peut difficilement trouver sur enfin les boîtes que j'ai citées, quoi, les boîtes qui sont très success story, comme LVMH, etc. Ça intègre rapidement ce qui peut se passer, un embargo en Chine, des taxes de ceci, un confinement à un endroit. Tout de suite, ça intègre le truc, tandis qu'on peut se retrouver sur les small caps, avoir des news flow sur il y a un confinement avec des valeurs qui sont pas spécialement, enfin concernées, qui sont moins concernées que d'autres, qui se retrouvent à la ramasse parce qu'il y a des mains faibles qui vendent le truc, quoi. Donc les small caps, oui, sous-segments où je pense qu'il y a des poches d'inefficience qui sont plus nombreuses que dans les grosses capis. Et j'allais te poser justement la question, puisqu'on a vu un peu les avantages, est-ce que la contrepartie à ces avantages, c'est pas l'inconvénient finalement que tu as un peu moins d'avantages concurrentiels, ce que Buffett appelait le mode sur ces small caps. Et justement, tu as dit un truc, je pense, qui est intéressant et sur lequel j'aimerais que tu reviennes, c'est que parmi ces small caps, il y a aussi des sociétés leaders. Alors, est-ce que tu considères que justement, on peut avoir aussi des avantages concurrentiels sur ces small caps? Est-ce que tu peux nous citer un ou deux exemples de sociétés small cap qui seraient leaders? Alors, je suppose que c'est dans des marchés de niche du coup, mais Je vais donner des exemples de sociétés que j'ai déjà analysées sur ma chaîne YouTube. Donc, si je prends par exemple Precia, qui est Precia Molène, qui est donc une société qui fait du pesage industriel. Donc, c'est une société qui a un track record au sein de la famille depuis plusieurs générations, en fait, hein. Precia Molène, il est dans le top 3, top 5 mondial du pesage au sens large, et puis dans leur niche du sur-mesure, ils sont leaders. Et donc ça, c'est une société qui est pas très connue, c'est une société qui fait dans les 170 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est en Ardèche, donc très loin de l'agitation du siège qui serait à Paris, et qui sont, je dirais, une entreprise familiale qui est très discrète, et qui sont suivis par quasiment aucun analyste. Voilà, ils sont suivis par Euroland Corporate que depuis un an. Donc ça, c'est des boîtes qui ont, c'est une boîte qui a un track record exceptionnel, qui a failli couler en 2003, je crois, qui a failli couler en 2003, puis qui a dû faire x25 ou x30 depuis. Voilà, sur du temps long, etc. Alors on price la faillite et puis maintenant on price la croissance avec de la récurrence, etc. C'est pour vous dire, voilà, un exemple d'une société. Je pense que si vous allez dans les magasins, notamment ils sont dans les magasins bio, etc., vous pouvez trouver le petit logo Precia Molène qui est sur la balance de votre Biocop du coin, si vous y allez, par exemple, dans ces magasins-là. Ils font aussi les pesages de carrière de sable, ils font aussi les pesages de baleines, etc., quoi. Donc voilà, un exemple de leader. Je peux donner un autre qui est beaucoup plus parlant. Prenez Piscine des Joyaux, alors qui est connu parce qu'ils font des piscines. En fait, c'est le leader mondial de la piscine enterrée, et il est suivi par aucun analyste. Zéro. Zéro analyste suit la boîte. Donc quand ça publie le chiffre d'affaires, vous n'avez pas derrière une publication spécifique d'un analyste comme Odo, Gilbert Dupont, enfin bref, ces grandes maisons qui couvrent la valeur pour expliquer que il s'est passé ci, il s'est passé ça. Donc autrement dit, moi, si je suis ces valeurs-là, je donne des exemples, hein. En fin de compte, c'est moi qui vais faire le job que très peu de gens font, pour savoir si ça vaut le coup d'en prendre, pas en prendre. Voilà, donc on se retrouve avec, effectivement, moi je pense, un avantage compétitif, mais attention, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ça demande de l'engagement, hein. C'est autant l'ETF en DCA, il y a zéro engagement, il faut juste gérer sa propre psychologie, comment on va gérer un crack qui arrive, par exemple. Mais voilà. Mais par contre, on sait même pas ce qu'il y a dedans, ça se débrouille. Ok. Par contre, si vous faites du stock picking, ça demande de l'engagement. Ça demande de passer du temps, ça demande de se former, ça demande de mouiller la chemise, quoi. Mais si vous aimez ça, c'est un peu comme se préparer à un marathon, quoi. Si vous aimez vous préparer au marathon, vous allez prendre plaisir à vous préparer puis à faire le marathon. Même si c'est difficile dans la douleur, mais voilà, ceux qui font les marathons, ils s'y préparent et puis ils adorent ça, quoi. Donc, enfin voilà. Donc la réponse est oui. Je pense qu'il y a un edge possible. alors, tu m'as rappelé des mauvais souvenirs avec Precia parce que moi j'ai été actionnaire il y a très longtemps et j'ai beaucoup écrété ma ligne, mais beaucoup trop tôt. Et effectivement, comme tu l'as rappelé, ça a fait x20 peut-être depuis 15 ans. Mais effectivement, dans les small caps, il y a des leaders mondiaux. Pour citer peut-être un autre exemple que j'ai vu passer chez toi, c'est Robertet dans les arômes industriels, qui doit être leader mondial vraiment, le premier, quoi, parce que Precia ils sont peut-être deux ou troisième effectivement en pesage industriel. Donc en fait, les gens parfois croient qu'on peut pas trouver vraiment l'avantage concurrentiel d'une boîte dans les small caps, mais dans les small caps, dans des niches de marché, il y a des finalement leaders industriels, des leaders de leur niche. Donc c'est pas forcément antagoniste avec les notions de moat et d'avantage concurrentiel. Voilà, tout à fait, hein, tout à fait. Alors toi, est-ce que
tu vas en Europe? Est-ce que tu te concentres vraiment sur la France? Comment tu gères un peu dans cet univers small cap qui est ta spécialité? Déjà, comment je fais? Déjà, ce que je fais, ça me correspond à moi, quoi. C'est ma façon de faire, et puis j'aime bien ça. Si on reprend par exemple Robertet, effectivement, Robertet, le siège social, il est en France, mais ils font 80% de leurs chiffres à l'étranger. Ok. Alors on dit c'est une small cap, elle fait 1 milliard 4 de capi, un truc comme ça, quoi. Donc, et ils sont leaders, mais dans leur niche de tout ce qui est naturel, parce qu'ils ont des concurrents qui sont beaucoup plus gros qu'eux. Hein, Robertet, ça fait quelque chose comme 700 millions d'euros de chiffres à la louche. Ils ont des concurrents qui font 10 milliards. Par contre, c'est des concurrents qui n'ont pas ce qu'a Robert Taylor, c'est pareil, j'ai fait une vidéo qui explique ça, qui n'ont pas le sourcing qui est établi depuis 150 ans. Robert Taylor, c'est une boîte qui a plus de 150 ans. Donc voilà. Donc effectivement, les sociétés que je prends sont quasi toutes avec siège social en France. Alors peut-être une ou deux où c'est pas le cas, mais la partie où je suis exposé à l'international, c'est quand vous avez des sociétés qui exportent. Voilà, prenez LVMH, qui a le siège social en France, tout le pognon qu'ils font, il est à l'étranger. Voilà, donc ça c'est les grosses capis. On trouve ça dans les small. Voilà. Après, juste pour revenir sur les small, attention quand même, parce que là on présente que le bon truc, on va dire. Donc si on résume, pas d'une efficience qui est plus présente que dans les grosses capis, business plus facile à comprendre, track record possible lorsque c'est des familles parce qu'ils ont du temps long. Par contre, les points, je dirais les points en moins, en fait, c'est que c'est quand même des boîtes qui sont forcément plus fragiles que des gros mastodontes qui ont des parts de marché dans le monde énormes, diversifiées, genre les grosses boîtes du CAC 40. Les grosses boîtes du CAC 40, s'il y en a quelques-unes qui sont encore familiales, donc qui ont une vision long terme, elles sont très bien gérées. Il est peu probable que LVMH fasse faillite sur horizon 10 ans. Donc vous prenez n'importe quelle capitalisation, n'importe quelle small cap, on n'est pas à l'abri d'une erreur vu qu'elles sont monoproduits, souvent monosecteurs, que ça se passe pas bien, qu'il y a une malversation quelque part et puis que ça tue la boîte, quoi. Voilà, tandis qu'on sait que si Air Liquide, il y a une malversation, que le patron il part avec la caisse, et ben ok, il y aura des jugements machin, puis le business il continuera sans lui. Ils vont. Tandis que si vous avez des boîtes familiales montées par une entreprise et puis que le patron malversation, ça peut détruire énormément de valeur et puis le cours de bourse il va jamais remonter à cause de ça, quoi. Donc faut vraiment faire attention quand même, c'est quand même plus risqué sur cet aspect-là, c'est moins résilient. Par contre, l'avantage comme tu l'as dit, c'est quand on comprend ce qu'on a, c'est plus simple de comprendre ce qu'on a. On peut parler moi je peux parler pendant des heures sur des sociétés que j'ai qui sont des small cap que je ne pourrais absolument pas faire sur Total. Total Énergie, je peux pas en parler pendant des heures. Donc oui, donc pour répondre à ta question, donc oui, j'ai essentiellement des sociétés qui sont, on va dire, siège social en France, mais certaines sont très exposées à l'international. Et puis pour ce qui est moi, ma poche perso, j'ai des expositions à l'international, mais qui sont déléguées, donc que je gère pas moi. Voilà. Mais mon patrimoine, c'est moi. La grosse majorité de mon patrimoine, c'est moi qui le gère de cette façon-là. Voilà. Il est possible que, là j'ai 54 ans, quand je vais avoir des années de plus, après je glisse vers plutôt de la transmission, puis des trucs un peu plus faciles, parce que quelque part, je suis un peu l'homme clé de ma gestion, quoi. Voilà. Et donc, comme tu le disais, cette petite fragilité supplémentaire des small cap, bah, il faut quand même avoir un portefeuille relativement diversifié de small cap. Il faut éviter d'avoir un portefeuille où on n'a que deux lignes quand on fait des small cap. Et donc, toi, donc, si je comprends bien, tu fais que des sociétés qui ont le siège social en France pour justement garder ton avantage compétitif d'analyste, d'y avoir accès, de pouvoir avoir accès aux dirigeants, aller aux AG, etc. Mais ça ne veut pas dire que sur ce segment que tu gères en stock picking small cap, tu n'es pas exposé à l'international, puisque comme on le voit sur des sociétés du CAC 40 comme LVMH qui fait peut-être 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger, on retrouve ce même pattern et ce même schéma sur des small cap, même si c'est moins connu, on va dire, dans le grand public. Tout à fait, tout à fait. Donc, comment, si je te demande comment finalement tu choisis les valeurs, les entreprises dans lesquelles tu investis, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Comment je choisis? Bon, déjà, actuellement, là, en 2024, maintenant que je connais la cote, ça bouge pas tant que ça. Enfin, on a des retraits de cote, on a souvent des belles boîtes qui sortent de la bourse, puis des moins belles qui arrivent en bourse. Mais déjà, j'ai un historique avec des données perso sur beaucoup de sociétés, en fait, hein, parce que moi, comme tu as compris, je suis passionné de ce truc-là. Donc, même avant d'arrêter mon salariat en 2019, j'archivais déjà des documents, je faisais des assemblées générales, etc. Donc, comment je fais déjà? Actuellement, je me sers de ma courbe d'expérience des boîtes que je connais. Je peux ressortir des comptes rendus d'Assemblée Générale de 2005 sur certaines sociétés, par exemple, parce que j'ai tout archivé. Donc comment je fais? Ben, en fonction de ce qui se passe sur cette boîte, j'en sais rien moi, un nouveau marché adressé, etc. Je pourrais à nouveau m'intéresser à la valeur si j'en ai jamais eu ou que j'en ai eu puis j'ai revendu pour revoir. Donc comment je fais déjà? J'ai quelque part ma courbe d'expérience qui fait que je retourne à l'endroit où je connais déjà un peu les boîtes, parce que c'est le but en fait d'avoir un edge, de connaître un peu plus les boîtes. Donc premier ça, c'est que mon univers, c'est un peu ça. Voilà, qu'un univers de, je sais pas, j'irais, des boîtes que je connais pas trop mal, c'est 50, 60 boîtes, quoi. Voilà. J'en profite pour ouvrir une parenthèse pour construire un patrimoine, pas besoin de 600 boîtes, hein. Hein. Les fortunes enfin, les grandes fortunes des gens qui gèrent hein, de l'argent, pas des LVMH, tout ça, parce que Bernard Arnault, sa fortune, il l'a fait avec
avec l'ex-Empire Boussac et puis qui a monté LVMH. Mais quand vous avez des gérants, genre par exemple Bercher, etc., quand on fait fortune, ils n'ont pas fait fortune avec 500 boîtes. Hein. Enfin, ils ont fait fortune avec une poignée de boîtes, en fait. Hein. Donc voilà, donc pas besoin, donc, pour le mythe, pas besoin de 500 boîtes pour faire fortune. Il faut, je dirais pour un particulier, sérieux, hein, 5, 6, 7 bonnes idées, ça suffit à pouvoir changer sa vie ou pouvoir booster en fait ses revenus pour plus tard quand on sera en retraite, etc. Pas besoin de milliers d'idées quoi. Mon vivier, c'est un peu ça. Et puis comment je fais? Ben, en fait, vu que je suis curieux, je m'intéresse à l'actualité et puis tous les trucs nouveaux quoi. Voilà. Sachant que j'ai quand même j'ai une checklist avec des critères. Mon critère numéro un qui a toujours existé, que j'ai mis du temps quand même à bien comprendre, même si je le savais depuis le début, s'il faut que je comprenne ce qui se passe. Il faut que j'arrive à répondre comment la boîte gagne de l'argent. Voilà. Si j'investis alors que je sais pas répondre à comment la boîte gagne de l'argent, arrive ce que tu as dit, le crack, et là la valeur elle dévisse, et vu que je sais pas comment elle gagne de l'argent, je me dis ça se trouve, ça va couler ce truc-là. Donc voilà. Premier critère, c'est comment la boîte gagne de l'argent. Voilà. Le deuxième critère que j'ai en dur maintenant, que j'avais pas encore il y a peut-être 10 ans, c'est j'aime bien le management qui est propre, quoi, qui est clean, qui est aligné, qui se paye pas, qui n'ont pas des sursalaires sur la société. Alors qu'ils vivent de la boîte et vu qu'ils créent de la valeur, pourquoi pas. Mais attention, il y a des limites. Donc là, c'est assez subjectif. Mais j'aime pas les gens qui, enfin pour aller en raccourci, j'aime pas les gens qui se gavent sur la boîte. Voilà, j'aime pas ça. C'est même maintenant des drapeaux rouges. Je fais, je fais extrêmement gaffe à ça. Vous pouvez très bien avoir de super business avec de la belle croissance, des beaux chiffres et tout. Puis vous avez le management qui se gave à des actions gratuites qui diluent les gens, etc. Puis ça passe comme une lettre à la poste parce que ça délivre. Ah, j'aime pas ça, quoi. Parce que ça, c'est que la partie visible. Et je me dis, ça se trouve, il y a plein de trucs qui sont pas visibles parce qu'ils n'ont pas obligation de le déclarer. Est-ce que je vais m'associer à ces gens-là pour faire de l'investissement long terme? Ah. Donc ça, je ne le fais pas. Voilà. C'est les meilleurs gérants, enfin, mon cercle maintenant de meilleurs gérants, family office, tout ça, qui m'ont montré ces trucs-là. Quoi. Bon, maintenant, je l'intègre dans mes critères. Puis après, il y a tous les critères classiques, je dirais, de ratio, valorisation, compta, ça s'apprend. Hein, ou des critères sectoriels. Voilà, par exemple, le SaaS Cloud Computing, ça n'a pas les mêmes valos que, je sais pas moi, vendre du jambon. Voilà, donc ok, donc ça se comprend pour des raisons de croissance, secteur, etc. Sachant qu'il y a des cycles de vie du produit, le jambon, probablement qu'on va continuer à en manger et encore, on ne sait pas trop cette histoire de viande ou pas. Mais admettons que la nourriture, on va encore en avoir besoin. Horizon 20 ans, cloud computing, on ne sait pas trop comment que ça sera dans 20 ans. Et ça sera un marché mature, en déclin, parce qu'il y aura bien un autre truc. Donc on ne sait pas, mais voilà. Donc en gros, les secteurs, c'est ça, mon vivier, comprendre ce qui se passe dans la boîte, comment elle gagne de l'argent, le management, j'aime bien avoir des gens en qui j'ai confiance. Et puis après, les ratios classiques de bourse, valo, tout ça, pour construire un portefeuille qui correspond à mon âge, ma situation de famille, pour grandir ça, essayer de pas trop perdre, plutôt fructifier le truc pour transmettre quelque chose. Quoi. Bon, voilà. Alors, tu as peut-être un peu anticipé ma question suivante, parce que après te demander comment tu choisis tes actions, je vais te demander, est-ce qu'il y a un ou deux critères où tu te dis, quel que soit le reste, dans ce cas-là, je n'y vais pas. Donc, tu as parlé un peu du management. Est-ce que, en gros, ton vraiment drapeau rouge, ou à la limite, tu t'arrêtes là et tu regardes pas le reste, c'est ces questions de gouvernance un peu, ou Ouais, c'est ça, c'est est-ce que c'est ça. autre chose? Donc typiquement des gens condamnés par l'AMF, ça, hop, dossier suivant. Hein. Il y a plus de 30 000 boîtes cotées gérées dans le monde. On va dire sur Euronext, dans les petites small caps, on va dire, peut-être que je peux aller jusqu'à 300, 400 boîtes. Comme je dis, hein, vu qu'il en faut 7, 8, allez, on va dire 15 pour booster un peu son pouvoir d'achat sur une période longue, patrimoniale. Enfin, j'ai un scope de 400 boîtes, on arrive à en trouver quoi. Donc oui, oui, pour aller vite, typiquement, hein, les gens condamnés par la justice, condamnés par l'AMF, qui ont mal communiqué au marché, allez hop. Puis souvent, ces gens-là, en plus, c'est des gens qui ont tendance à vendre du rêve. Donc c'est pareil aussi, ça. Donc ça colle en fait. Ça reste assez subjectif. Après, je regarde la façon dont le management il communique. Un peu comme, enfin, je dirais c'est un peu comme dans la vie, quoi. Faire confiance aux gens, c'est par rapport à ce qu'ils vous ont dit, puis ce qu'ils font. Il n'y a pas de petits dans le dos. Vous leur faites confiance, ils sont loyaux. Quand c'est dur, ils sont là. Quand ça va pas bien, ils vous le disent. Quand ça va mieux, ils vous rétribuent aussi. Donc et voilà. Donc c'est un peu ça en bourse, on a ça aussi, quoi. Donc voilà, c'est typiquement les drapeaux rouges. Quand ça coche pas, pa. Je le faisais pas à mes débuts, Effectivement. hein, ça. Effectivement, en plus, là, tu cites un peu des cas extrêmes de condamnation par l'AMF, encore plus qu'ailleurs. Il faut vraiment être vigilant sur l'alignement avec les minoritaires, quoi. Regardez s'il n'y a pas une société annexe ou filiale, par exemple, qui appartient 100% à la famille, alors que l'action cotée est partagée avec les minoritaires et qui pourrait un peu détourner du chiffre d'affaires vers sa société-là. Un peu toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Euh, Un exemple hein, sur ça. J'ai des exemples de sociétés où le patron qui a la société, il détourne le business model pour toucher des royalties parce que lui, il a des brevets.
J'ai ça comme exemple. J'ai des exemples de sociétés où vous avez donc la société cotée qui a un prestataire qui appartient à la famille. Et puis donc les facturations au sein de la prestation, on sait pas trop. Enfin, une prestation d'1 million, 2 millions. Donc voilà, donc dans les Non, comptes, mais il y a tout ça, hein. Il y a les parties liées, tout ça on l'apprend dans les comptes, hein. Ça s'apprend dans les comptes, il faut aller lire les comptes. C'est pour ça que je dis stock picking, c'est de l'engagement. Si vous voulez regarder les parties liées et tout ce qui est convention entre la société et les parties prenantes, voilà, c'est mis dans les rapports financiers, conventions réglementées, etc. Donc vous avez des patrons de boîtes qui ont d'autres sociétés que celle qui est cotée et qui font des prestations pour leur société de conseil qui n'est pas cotée auprès de la société qui est cotée. 1 million d'euros par an, 2 millions. Et donc, est-ce que c'est vraiment le vrai prix? Il y a quoi comme valeur dedans? On ne sait pas. Donc, peut-être il y a une vraie valeur, mais je dirais voilà. Moi, je préfère quand il n'y a pas tous ces trucs-là, pas de convention réglementée, qu'il n'y a pas de stock option avec des dilutions, des actions gratuites, qu'il n'y a pas de filiale avec des prestations où on ne sait pas trop la valeur qui est faite, etc. Je préfère quand c'est vraiment un marché concurrentiel, que les prestataires, les fournisseurs, ils appartiennent pas trop à la famille. Comme ça, au moins, il y a la vraie marché de concurrence, quoi. Donc voilà, quoi. effectivement, si vous voulez voir, quand vous analysez une valeur, bah, s'il n'y a pas de risque, effectivement, de prestation par convention réglementée qui soit surfacturée, qu'il n'y ait pas finalement une marque de produit qui soit vendue, qui appartienne à une société en propre à la famille et pas à la société qui reverse des royalties. Finalement, tout ça, vous allez le voir en lisant le rapport d'activité. Alors moi, je dis souvent, oubliez pas aussi de lire la note de bas de page parce que parfois il y a des infos qui sont glissées là-dedans. Mais effectivement, comme tu dis, ça demande de l'engagement et il faut aller jusqu'à lire les rapports d'activité. Et il y a un intérêt à lire les rapports d'activité parce que justement, pas grand monde ne les lit parfois sur ces entreprises un peu sous le radar. Et pour être même clair avec ton audience, hein, Julien, quand je dis qu'il faut de l'engagement, je pense que les gens qui lisent pas les rapports financiers, donc qui regardent pas parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop lourd, parce qu'ils savent pas faire, il faut pas qu'ils fassent de stock picking. Je pense que c'est Alors, une condition, voilà. Parce la que chance qu'on a peut-être sur mon audience par rapport à d'autres, c'est que moi, il y a beaucoup de gens monsieur gens peut-être qui aiment plus lire en moyenne que sur d'autres chaînes YouTube en tout cas. Et justement, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu as des livres que tu conseillerais peut-être bah voilà, pour investir en bourse? Est-ce que tu as des livres à recommander? ouais, alors je suis allé dans ma bibliothèque, là, j'en ai ressorti quelques-uns. J'ai les grands classiques. Vous avez celui-là, là, de Fisher, Action ordinaire, profit extraordinaire. Donc un bouquin qui est écrit dans les années 50, là, qui marche toujours là avec l'IA. On peut appliquer des trucs. Vous avez ça qui est peu connu en fait. Warren Marks, euh, la chose la plus importante, qui est plus de la philosophie d'investissement, mais qui est plutôt pas mal. Je vous conseille d'ailleurs les choses intéressantes à lire qui sont encore d'actualité, quoi. Donc vous avez celui-là, voilà, investir à long terme. Alors là, vous avez plus d'un siècle d'historique sur le marché US avec ce qu'on peut penser. Puis bon, tous les grands classiques. Alors je les ai pas tous sortis là, mais tous les grands classiques sur les Peter Lynch, les Warren Buffett, etc. Ce que je voudrais rajouter, c'est que pour ceux qui veulent dire Philippe, il a parlé de management, tout ça, peut-être ça a l'air super peut-être intéressant, compliqué, comment est-ce qu'on fait? Moi je pense qu'on peut aller aussi pour essayer de comprendre comment les gens créent de la valeur, aller voir les biographies des patrons. Et donc moi je donne une méthode à ceux qui sont chez moi aussi, qui me suivent, c'est que vous prenez par exemple, donc par rapport à la question, ok, biographie de dirigeants, comment je fais pour les trouver les biographies de dirigeants? Ben, une méthode c'est ça. Vous prenez le magazine Challenge qui publie les plus grandes fortunes françaises. Vous pouvez faire pareil côté US, hein, avec les magazines qui publient les plus grandes fortunes américaines. Vous prenez le top 50 de ça, vous prenez le nom des familles. Voilà, donc alors forcément on les connaît, hein, les Bernard Arnault, voilà, tout ça. Vous prenez tous ces gens-là, les familles, puis après vous allez chercher s'il y a des livres sur eux. Voilà, donc vous retrouvez des livres, puis vous pouvez tomber sur la biographie de, alors voilà, Steve Jobs, Elon Musk, les fondateurs de Nike avec lesquels on avait déjà échangé. Puis en France, vous avez bah, les Bernard Arnault, vous avez les François Pinault, vous avez les Xavier Niels, vous avez donc éventuellement même des trucs qui sont pas cotés, et ça va vous permettre de comprendre la vision d'entrepreneurs en fait, de gens qui ont réussi, ils ont fait comment, etc. Avec à prendre en même temps entre des pincettes pour savoir si la biographie elle est autorisée, pas autorisée, à charge ou pas à charge. Parce que si par exemple c'est en France puis que c'est des gens qui ont réussi, il peut y avoir des fois un peu des pamphlets qui vont un petit peu y aller au vitriol sur la biographie. Mais peu importe, soyez curieux, intéressez-vous à quelle est la vision des gens qui partagent pas les mêmes idées qu'eux, de comment ça s'est passé, etc., quoi. Donc voilà, une idée, c'est aller voir les biographies, et puis vous prenez le top challenge, vous prenez les 50 premières familles, puis vous allez sur Google et vous cherchez les livres éventuels. Une façon de faire. Je pense que c'est effectivement un bon conseil qu'on n'entend pas très souvent. Et tu as cité d'ailleurs Phil Knight là, sur la biographie de Nike. Moi, c'est justement la dernière que j'ai lue un peu sur la plage cet été. Alors là, en plus, c'est une autobiographie, donc tu n'as pas le biais que tu t'es cité quand c'est fait par quelqu'un d'autre.
Et en plus, ça s'arrête un peu en 1980, je crois. Donc, tu as un peu toutes les années de galère quand Nike n'était pas ce qu'est Nike aujourd'hui. C'est assez intéressant. Et moi, je le dis souvent, vous l'avez sûrement entendu déjà dans mes vidéos, on parle à la fois d'investissement et parfois un peu d'entrepreneuriat, c'est le business, qu'un investisseur doit savoir raisonner comme un entrepreneur et qu'un entrepreneur doit savoir raisonner comme un investisseur. Et finalement, le conseil que Philippe donne quand je lui demande de citer des livres, il cite à la fois des livres purement de bourse et il conseille de lire des biographies d'entrepreneurs. Donc je pense qu'on se rejoint vraiment là-dessus. Je voulais te demander aussi, puisque finalement on va profiter aussi du fait que tu as une longue expérience qui est assez rare, et ce que je disais en introduction, c'est que tu as connu finalement trois cracks, 2001, 2008, et le crack Covid, qui moi je dis qui est un demi-crack, moi j'aime bien dire, parce que quand on a connu que ça, on n'a pas encore connu les vrais cracks. Il y avait la fin de l'Europe aussi, hein. Il y avait la fin de Oui, il y avait l'Europe, le là. 2012 aussi Ouais, c'est ça, pendant c'est le. la fin de l'Europe, là. Bon, qui finalement n'est pas fini, apparemment. Donc toi, comment tu gères ça? Comment tu gères les cracks? Comment tu gères la volatilité? Ah, mais premièrement, il n'y a pas de recette miracle, c'est toujours difficile. Hein, quand vous avez le portaf qui perd 3 à 4% en une semaine, et puis que la semaine qui suit, c'est encore 7-8, et puis que la semaine qui suit, ça stabilise, puis la semaine qui suit, il y en a encore 2-3 qui partent en cacahuète. Donc voilà. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie du prix à payer quelque part. Pour revenir sur les bouquins, il y a un bouquin qui s'appelle La psychologie de l'argent, qui est vachement bien sur les bouquins, et qui parle de ça aussi. C'est le rapport à l'argent, et qui parle de, si vous voulez aller en bourse, il y a vraiment tout un chapitre sur ça que je trouve super, psychologie de l'argent. De Morgan Housel. On mettra tous les livres qui ont été cités dans la description de la vidéo avec les références un peu des contenus de Philippe, donc n'hésitez pas à aller consulter la description de cette vidéo. Et donc il dit que la bourse, ça fait rêver les gens parce que c'est la classe d'actifs qui a les plus hauts rendements possibles, historiques, voilà. Puis une des classes d'actifs qui surperforme le plus, c'est les actions. Voilà. Par contre, le prix à payer, c'est ça. Il y a la volatilité. Donc ça, faut le comprendre en fait, parce que s'il y a des gens, quand il y a des cracks, c'est trop dur pour eux, etc. Alors comme je l'ai dit, c'est dur, hein. Mais que c'est trop dur, le seuil de douleur, il est énorme. Ça veut dire que la bourse, par exemple en stock picking, il faut pas faire ça. Vous n'êtes pas sur terre pour souffrir. Donc soit vous en faites en mode DCA, en mode délégué, puis ça se débrouille sans vous, puis quand il y a des cracks, bon, vous entendez, puis vous ne surveillez même pas, vous vous en foutez. Ou soit ça vous travaille, etc. Et c'est le prix à payer pour aller en bourse, quoi. Donc il n'y a pas de free lunch, quoi. Donc voilà, donc premièrement, il faut comprendre ça. Voilà. Alors après, comment je le vis, moi, bah, je suis quasiment tout le temps investi, j'ai jamais de cash. Quasiment tout le temps. Maxi, c'est 10%, c'est plus une erreur, c'est plutôt 5% de mes encours en bourse qui sont en cash. Et quand arrive un crack, alors déjà, quand arrive un crack, on le sent, hein, c'est pas un crack, il n'y a pas deux petites qui tombent, hein, c'est qu'il y a tout qui tombe, donc on le sent. Ce que je fais, c'est que j'ai une stratégie, donc en fait j'ai une liste de valeurs que je souhaite vendre quand il y a des cracks, parce que par exemple ce sont les plus fragiles, elles ont beaucoup de dettes, ou le business il est en train de se retourner, c'est pas les business c'est plus résilient, ou j'ai des situations spéciales qui sont plus sur des tours de table, des OPA possibles, et en crack il n'y a pas d'OPA. Donc ça c'est des lignes que je liquide pour récupérer du cash, y compris si je perds des ronds dessus, mais c'est pas le but. Là, le but, c'est quand on gère un crack, on n'est pas là pour pas perdre des ronds. Parce qu'un crack, on va perdre des ronds. Enfin, les moins-values latentes, elles vont être là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je solde pour me faire du cash. Donc j'ai mon scénario. Et avec ce cash, je vais prendre les sociétés que je connais bien, que j'ai confiance, qui sont résilientes, qui vont recevoir tout le capital que j'ai et que j'aurai moins cher. Puisque ça sera les soldes, puisque ça sera le crack. Alors forcément, quand arrive le crack, comment est-ce qu'on fait pour avoir le point bas? On l'a jamais. Donc on va racheter des trucs et puis que ça va continuer à descendre. Mais au moins, on les aura achetés moins cher que le marché avait avant, parce qu'on trouvait que c'était trop cher pour en remettre. Voilà. Et puis ces valeurs-là, moi ce que je sais, c'est tout le temps comme ça, hein. Quand le crack, au bout d'un moment, il s'arrête, ça peut être long, ça peut durer 2 ans, peut-être même plus. En fait, les premières à remonter, c'est ces boîtes-là, qui ont quelque chose, quoi, des boîtes de qualité, etc. Donc voilà. Donc voilà comment je fais moi, la gestion des cracks, c'est dur. Ça se prépare en fait. C'est-à-dire que la guerre, ça se prépare en temps de paix, c'est ça. Si les gens, quand il y a un crack, ils découvrent qu'il y a un crack, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la panique. Non, en fait, pour moi, il faut le préparer. Soit vous le préparez en disant c'est délégué, je m'en fous, je ne regarde même pas. Soit vous le gérez vous-même et vous avez un scénario. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça peut être par. J'ai aussi des gens qui font ça, qui ne touchent à rien. Ils font rien. Voilà. Des grands gérants, il y a plein de grands gérants qui font ça. William Higgins, quand il est passé sur ma chaîne, il a dit qu'il faisait ça. Un ami gérant qui gère 50 millions, il fait ça aussi. Dans l'émotion, c'est compliqué. Mais moi, j'ai un plan, en fait. Moi, j'ai un plan. Et donc après, j'exécute. Ça fait mal, hein, perdre des trucs. Mais bon, voilà. Alors, je sais pas si ça répond vraiment à la question. Il n'y a pas de solution miracle. Ça dépend vraiment du mindset des gens. Tout est dans le mindset, dans la préparation. Et il faut savoir que ça va arriver. Quand on investit en bourse, de toute façon, on ne peut pas se soustraire à la volatilité. Et effectivement, parfois, les gens un peu confondent quand on leur dit le rendement moyen de la bourse, c'est entre 8 et 10% par an selon les indices qu'on prend. Et le cerveau, il a l'impression parce qu'on leur dit en moyenne. Mais cette moyenne, en fait, elle est faite avec moins 15, plus 25, plus 0 chaque année. Et c'est pas plus 9, plus 9, plus 9, plus 9 les années les unes après les autres. Et ça, parfois, il y a des gens qui en ont
conscience, mais pas assez conscience. Ouais. Leur cerveau finit par être biaisé par ce fait de en moyenne ça fait ça, et ils finissent par oublier dans la phrase le en moyenne qui est très important. Puis il y a ça, donc en moyenne, ça reste ça reste une moyenne. Et puis en fait, dans le temps, c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 ans où il se passe rien, et puis en 6 mois, par exemple, la société que vous avez elle va faire x2. Donc si vous regardez sur 3 ans, vous avez fait x2. Enfin voilà, donc c'est toute la différence entre le prix de bourse, le cours de bourse qui lui est factuel, et puis la valeur de la boîte, qui des fois se révèle d'un coup parce qu'il découvre, le marché découvre que la boîte a créé de la valeur. Ça fait en fait ça fait 2 ans que le cours de bourse il fait rien alors qu'il y a énormément de valeur créée. Et c'est pour ça qu'on arrive, comme je l'ai dit sur les small caps, à avoir des pôles d'inefficience. Vous suivez ce qui se passe. Je donne un exemple, un concurrent qui coule sur des business, des petits business faciles à comprendre. Un concurrent qui coule, c'est une super nouvelle pour la boîte qui est coté, qui est en concurrence. C'est elle, elle coule pas, par contre le concurrent il coule, donc les parts de marché, il y a des parts de marché à prendre. Mais des fois la bourse le voit pas en fait ça. Il y a un gros concurrent qui coule, la bourse le voit pas parce que c'est pas suivi, parce que comme je l'ai dit, et puis aux prochaines publications, pouf, le chiffre d'affaires il va monter plus que prévu. Ils ont pris des parts de marché au concurrent qui a coulé. Voilà, c'est des exemples. Et alors si on élargit un peu à ton parcours d'investisseur, si tu te retournes, est-ce qu'aujourd'hui tu as des regrets dans ton parcours d'investisseur? Ouais, j'aurais dû commencer plus tôt. Donc moi j'ai commencé à me former sérieusement en 2001. Donc j'avais 30 ans, enfin ouais c'est ça, j'avais 30 ans. Donc j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt. Parce que dans les intérêts composés, ce que nous disent nos papis milliardaires et le feu Charlie Munger, c'est que la longue piste, en fait, avoir du temps long devant soi, en fait, ça peut énormément changer les choses. Par exemple, si vous faites entre guillemets, 8% par an pendant 50 ans, vous allez dégager au bout de 50 ans énormément de valeur, comparé si vous faites 12% pendant 10 ans. Voilà. Donc la longue traîne, en fait, la longue piste. Donc plus tôt vous commencez, et moins vous vous épuisez aussi, pour durer. Voilà. Il peut y avoir des gens qui commencent par exemple tôt la bourse, et puis à cause des cracks qui sont compliqués à gérer, parce que c'est toujours compliqué. Il n'y a personne qui va vous dire les cracks c'est facile. Enfin, ceux qui vous disent ça, ils mentent. Donc il va trouver que c'est trop compliqué, puis au bout de 8 ans, il aura peut-être fait, j'en sais rien moi, X% par an, au bout de 8 ans, il arrête. Donc voilà. Ce qui est bonne chose aussi, hein. Si ça colle pas à sa vie, il faut arrêter quoi. Mais il faut investir au moins en bourse, au moins en passif ou en délégué. Mais voilà, donc commencez tôt parce que dans les intérêts composés 1 plus X puissance N, le N il est à l'exposant. Et sur du temps long, c'est lui qui va énormément faire la différence par rapport aux autres. Beaucoup de gens disent ah j'ai fait 12%, ah, t'as fait 8, ah purée ouais j'ai fait que 8, fais chier. Mais si tu fais 8 pendant 15 ans de plus que celui qui fait 12, Effectivement, quand on pose cette question, que ce soit sur des investisseurs immobiliers ou en bourse qui ont réussi, et je peux me mettre dans le lot, hein, c'est souvent la réponse qu'on fait. J'aurais dû commencer plus tôt. Tu vois, moi, j'avais commencé la bourse assez tôt, mais j'ai commencé l'immobilier qu'à 30 ans, même si je suis plus connu finalement, parce que mes livres d'immobilier ont plus marché que sur la bourse pour l'immobilier. Et finalement, voilà, si j'avais commencé à 25 ans plutôt qu'à 30 ans, j'aurais gagné 3-4 ans sur la date de ma prise d'indépendance financière. Et on cite d'ailleurs souvent Warren Buffett comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur investisseur de tous les temps, parce qu'il a réussi à composer proche de 20% par an. Mais en fait, si on devait dire la phrase complète, pour moi, il a réussi à composer à près de 20% par an pendant près de 3 quarts de siècle. Et il faut bien mettre l'exposant 75 années en haut. Comme tu dis, l'exposant, il compte beaucoup. Et s'il y a une grosse différence, il compte encore plus que la performance dans l'équation. c'est ça, c'est ça. Mais ça, je dirais, enfin, c'est des discours de vieux, en fait. Mais on apprend ça avec le temps. Donc, tous ceux qui sont jeunes, là, et moi j'en ai, hein, qui sont chez moi, qui me suivent, tout ça, ils ont 25, 30 ans, alors oui, jeunes, ils comprendront ça plus tard. Ils verront, ah, finalement, les vieux, ils avaient raison. Parce qu'avec les intérêts composés, en fait, le truc qui est incroyable, c'est que vous pouvez vous retrouver avec un parcours que toi, tu dois voir dans l'immobilier ou qu'on peut voir en bourse. À la fin, vous avez des cash flows annuels qui peuvent être l'équivalent de ce que vous avez misé au départ. Donc c'est assez incroyable en fait, mais vous pouvez vous retrouver avec des revenus en fait sur l'année. Par exemple, je ne sais rien, je vais dire un chiffre 30 000 euros qui peut correspondre avec ce avec quoi vous avez commencé il y a 25 ans, par exemple. Voilà. Et là, vous vous dites c'est incroyable en fait. La longue piste qui fait ça. Alors, on a beaucoup parlé de small cap, hein, puisque c'est ton cœur de cible, en citant évidemment les avantages qu'il pouvait y avoir sur le stock picking, sur les small cap, en tout cas les avantages que toi tu voyais et pourquoi tu t'étais orienté là-dessus. Par contre, malheureusement, depuis environ 5 ans, on va dire depuis 2018, ça va être le début du cycle, ces small cap, elles sous-performent, on va dire, par rapport au reste de la cote. Alors évidemment, j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Bah, déjà, c'est factuel. Si on prend les indices qui sont construits pour être comparés, que ce soit l'indice CAC nu ou même CAC GR, là, Global Return avec les coupons réinvestis, ou l'indice Small Cap en France avec même pareil les coupons réinvestis, il y a une sous-performance depuis à peu près, c'est ça, depuis 2018 à la louche. Voilà. Alors, donc ça, c'est un fait. Après, si on élargit le scope, historiquement, depuis, et puis c'est confirmé aux US aussi, mais depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans et un siècle, en fait, les petites capis, alors aux US, l'avantage des US, c'est qu'ils ont
vu que la bourse de New York, elle existe depuis le siècle d'avant, en fait, il y a plus de 100 ans de données. Et en fait, les petites capis surperforment les grosses capis, mais depuis plus de 100 ans, quoi, depuis plus de 120 ans. Alors effectivement, c'est plus vrai depuis 5 ans. Donc voilà. Donc je redonne le contexte de ça, mais toujours dit que quand on arrive et qu'on veut faire les petites capis là, et pas il y a 100 ans, et ben on se retrouve à être dans l'endroit où en fait les flux font que ça marche moins bien. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est un fait. Donc oui, après, pourquoi moi quand même je continue à faire des small caps? Premièrement, je le dis, je comprends le business. Je suis vraiment à l'aise en cas de crack. Euh, je suis à l'aise avec le fait que, par exemple, l'équivalent d'un Atos en small cap, j'aurais pas pris. Il y a plein de trucs qui vont pas dans Atos. Voilà. Alors là, les gens qui font que de la grosse capi, puis qui ont pris parce que il y a de la valeur, machin, voilà, ils se trouvent avec une difficulté parce que finalement, ils n'ont pas tout bien cerné la création de valeur d'Atos. Bon, ok, donc aller sur les grosses capis depuis 5 ans, c'est un fait, ça surperforme plus que les petites capis. Par contre, vu qu'on fait du stock picking, on n'achète pas tout le marché. Et si on n'achète pas tout le marché, il faut essayer de tomber dans des valeurs qui, elles, vont faire mieux que l'indice. Voilà. L'idée, c'est ça, quoi. Donc moi, sur les small caps, j'essaie par le système de filtre, comme je l'ai dit là, sur ma courbe d'expérience, éviter les loulous aux manettes, prendre des sociétés que je comprends bien, que je pense que c'est plutôt pas mal, qu'elles prennent en compte la vision client, le capital humain, avoir une vision long terme, enfin, etc., etc. Chose qu'on n'a peut-être pas forcément dans les grosses capis ou qu'on peut être plus en difficulté pour cerner. Donc voilà. Donc pour moi, il y a un prix à payer d'aller sur les grosses capis et faire plus de pertes depuis 5 ans, c'est qu'en connaissance des dossiers, moi je serais moins fort sur les grosses capis que sur les petites. Donc quand arrive un crack, genre 2020, bah, j'ai pu faire des affaires. Parce qu'il y a des boîtes que je connais. Alors forcément, on peut se poser aussi des questions. Total à 20 euros, enfin 21 euros. Total Énergie, là, à 21 euros, qui était le cours de 87, quoi, ou 1988, ça pose des questions aussi. Voilà pourquoi moi je dirais je vais pas sur le CAC, parce que je pense que je vais lâcher. Ce qui est pour moi dimensionnant dans mon processus, c'est comprendre vraiment ce qui se passe dans la boîte. Et sur le CAC, voilà. Après, c'est sûr que quand on voit les LVMH, les machins, ça questionne, quoi. Après, c'est vrai que sur les small caps, finalement, bah, les flux de capitaux entrants, ils se sont un peu taris sur ces années parce que sous-performance et puis ça fait un peu cercle vicieux. Mais ceci dit, tu citais Warren Marks tout à l'heure. Lui, il aime bien modéliser le pendule où il dit que quand tu as des excès dans un sens, finalement, quand ça corrige, ça fait un peu le parallèle dans l'autre sens. Et plus tu as un excès dans un sens, plus la correction, finalement, ira et le balancier ira dans l'autre sens. Donc, voilà, c'est des cycles hein, par les styles de valeur, de sous-performance, de surperformance. Et en principe, un cycle de sous-performance succède à un moment donné à un cycle de surperformance. Alors, je ne vais pas dire qu'il va forcément commencer demain, mais à un moment, il arrivera forcément. Sinon, si tu tires trop sur l'élastique, au bout d'un moment, il... C'est ça, puisque ce que je voulais rappeler quand même, c'est quand on fait du stock picking, on n'achète pas le marché. Donc après, se comparer à des indices, ouais, ok, je suis d'accord, on peut se comparer à se trouver des indices qui correspondent un peu à ce qu'on fait. On peut se comparer à des fonds, on peut se comparer, voilà. Mais en fait, on n'achète pas le marché. Donc en fait, le marché, je dirais, pour faire encore plus provocateur, en fait, la bourse, on retire les indices, retirer les indices, mais moi, ça ne change rien. Moi, j'ai fait une vidéo justement, qui n'est pas encore sortie, mais qui va sortir, où je disais que le vrai benchmark, en fait, ça devrait pas être les indices, ça devrait être un truc extrinsèque, comme l'inflation ou comme le taux sans risque plus X%, mais que finalement, tu vois, tu devrais presque te comparer en absolu plutôt que te comparer par rapport à un indice. Ouais, c'est de la vision patrimoniale, ça. Alors toi aujourd'hui, t'es officiellement, on va dire, analyste financier. J'aimerais bien un peu que tu nous expliques exactement ce que ça veut dire et ce que ça a impliqué pour toi, et parallèlement, quels avantages tu y vois. Alors déjà, stricto sensu, j'ai aucun diplôme en finance, hein. Donc moi, j'ai que des trucs techniques, hein, donc ingé, machin, expert nucléaire, tout ça, mais moi, j'ai pas de diplôme en finance, ok? Je suis pas CFA, je suis pas, voilà, j'ai pas fait une école de commerce, voilà. Donc pour dire le truc. Par contre, moi, je suis membre de la Société française des analystes financiers, donc la SFAF. En fait, ce qui me permet, en fin de compte, donc, pour adhérer à la SFAF, vous avez deux façons. Soit vous avez le background qui va bien, école de commerce, vous avez bossé en banque, private equity ou en banque, gérant de compte, etc. Et là, vous pouvez accéder assez facilement. Soit vous pouvez pas aussi facilement, et donc ils sélectionnent en fonction des profils de ce que vous faites, en fonction de ce que vous êtes capable de créer, etc. Donc moi, j'ai passé ces filtres-là pour pouvoir intégrer, alors que au sein de la Société française des analystes financiers, il y a essentiellement des profils issus du monde classique. J'ai de la finance, en fait, hein, école de commerce classique, finance, etc. Moi, je suis plus issu de management industriel avec spécialisation technique. Mais pour autant, le fait d'être analyste financier membre de la SFAF, ça me permet d'accéder au management, et la vision que je peux avoir en fait du management peut être une vision très au-delà des chiffres en fait. C'est-à-dire que je suis plus sur comment on embarque les équipes, c'est quoi la stratégie, quelles sont la vision patrimoniale de la société familiale, parce que moi je prends énormément de sociétés familiales, comment ils se voient à horizon 5 ans, 10 ans, donc le petit fichier Excel qui donne
la valorisation des cash flows sur 5 ans, machin. Enfin, moi, je trouve que, enfin, c'est pas mon monde, ça. En plus, les cash flows, l'année qui suit, sont jamais tels que ceux qu'on a prévus, à part des, je dirais, des monopoles, genre des concessions ou des trucs comme ça. Mais voilà, donc moi, je suis plus sur fonctionnement des équipes, comment est-ce qu'on embarque les équipes, que disent les dirigeants, comment ils sont alignés, comment fonctionne le business, comment on se crée de la valeur. Puis après, il y a la partie technique comptable que j'ai apprise. Voilà, donc moi j'ai pris des cours, etc. quand même à l'université, analyse financière d'entreprise. Voilà, je potasse le bouquin de Pascal Quiri là, qui m'a fait la gentillesse de passer plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Donc professeur de finance HEC, donc lui il donne des vrais cours de finance. Voilà, il m'apporte énormément de valeur. Il a écrit des bouquins, je les potasse, je me fais des exercices, etc. Donc je me forme moi-même pour m'améliorer dans mon processus d'investissement. Donc voilà. Donc ça me sert à avoir accès au management, à rencontrer au sein de la SFAF, je dirais, des gérants qui ont des fois pignon sur rue, hein, des meilleurs gérants là, donc enfin notamment sur les small caps, il y en a qui sont connus. Donc Jean-François Delcaire, Louis de Fels, de Gay-Lussac Gestion. Jean-François Delcaire, c'est HMG Découverte, sans fond. Enfin, etc. Ça me permet d'avoir, en fin de compte, je dirais, un monde professionnel qui m'apporte en fait une vision un peu plus pro et un peu plus en prenant, je dirais, les gens qui m'inspirent, ce que je considère comme les meilleurs, ça me tire par le haut en fait. C'est un écosystème de gens qui me tirent par le haut en fait. Et en plus, j'ai accès au management pour pouvoir, en fin de compte, comprendre comment fonctionne mieux la société, etc. Je résume ce que tu me dis, finalement, tu vois deux avantages. D'une part, tu as un accès vraiment direct au management. Tu me disais d'ailleurs que parfois, enfin, tu peux aller aux AG, même sans être actionnaire, donc tu peux aller à autant d'AG que tu veux. Et tu me disais d'ailleurs que parfois, tu te retrouvais tout seul à l'AG avec le management. Donc ça fait vraiment une proximité directe pour comprendre un peu comment il résonne, comment résonne la boîte. On parlait de Philippe Fischer tout à l'heure, ça fait un peu écho à sa méthode fameuse méthode des ragots, qui arrive vraiment à connaître de l'intérieur la boîte. D'autre part, finalement, tu partages finalement avec les meilleurs gérants français small cap. Tu vois, tu me disais que tu avais accès à William Higgins, Louis de Fels, etc. Donc qui sont les gérants qui surperforment depuis des années sur les small cap en France. En tout cas, ce qu'on considère comme les meilleurs gérants small cap. Et en plus, donc je pense que c'est un vrai avantage justement à être analyste comme ça. Et en plus, tu sais faire partager un peu cet atout, cet avantage compétitif avec ton audience. On va mettre d'ailleurs dans la description de la vidéo un peu ce que tu proposes là-dessus. Et si vous êtes abonné à ma liste, surveillez bien vos mails parce que d'ici quelques jours, il y aura une petite surprise sur cette analyse small cap, accès un peu au management, toutes ces choses-là. Voilà, c'est ça. Donc moi, effectivement, j'ai une société d'édition qui s'appelle Finance Academy, où je publie énormément de contenu gratuit. En fait, l'idée, c'est d'aller pousser les gens à se poser les bonnes questions. Ce que j'ai eu, en fait, grâce à deux mentors que j'ai rencontrés, comme je l'ai dit, sur Paris, là, dans les années 2000. Là, je le mets en ligne, en fait. Donc, vous avez ma chaîne YouTube qui s'appelle Finance Academy. Il y a énormément de contenu avec un aspect différenciant sur les small caps. Je peux parler quand j'analyse des sociétés, je parle de tout ce que j'ai dit là, management, etc. Et puis, je publie aussi des comptes rendus de rencontres avec les dirigeants, à la fois en gratuit, puis à la fois aussi à travers des offres, en fait, qui sont réservées de façon exclusive à des abonnés. Donc voilà, effectivement, en gros, 80% de ce que je publie, c'est gratuit. Voilà, on peut me suivre sur Twitter, en gratuit, sur YouTube, en gratuit, puis au sein de ma communauté, avec une partie qui est gratuite, puis une partie que je propose sous forme d'offre. Voilà. On mettra toutes les références dans la description de la vidéo, donc je vous incite vraiment à aller la voir. Bon, on arrive un peu à la fin de cette interview. Philippe, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, le mot de la fin peut-être? Ce que je pourrais dire, c'est qu'en conclusion, les choses qui sont simples, en fait, sont les choses qui marchent le mieux. Donc, pour les gens qui veulent performer, je pense que c'est valable même en immobilier, puis c'est valable en fait même dans tous les domaines, en fait, en cuisine, etc. En fait, faut se former. Faut se former, en fait, quand vous avez des domaines qui sont intéressants, que vous voulez y aller, formez-vous. Pensez ça pas comme une dépense, mais comme un investissement. Voilà. Votre meilleur actif quand vous avez 25-30 ans, c'est vous, en fait. C'est pas d'avoir acheté du Air Liquide à je sais pas combien. Votre meilleur actif, c'est vous. Vous allez créer plus de valeur pour vous dans votre vie qu'Air Liquide. Mais vous vous rendez pas compte parce que c'est que des actes au quotidien. Donc formez-vous, commencez tôt, tout au moins utilisez les intérêts composés. Voilà. Et si possible avec la longue piste, le fameux puissance N. Et puis, soyez conscient qu'il y a toujours un prix à payer quand on veut faire de la perte. Donc ça peut être la volatilité, les moments de doute. Donc les marchés boursiers, ça fait rêver parce que les marchés qui prennent 17 ou 23% une année, ça fait rêver les mecs et les machins. Mais attention, il y a un prix à payer. C'est que, comme tu l'as dit, le 23% plus 17, de temps en temps, ça arrive. Il y a du moins 30 qui déboule. Il y a toujours un prix à payer. Donc ça, c'est très bien expliqué dans le bouquin La psychologie de l'argent, que je recommande vivement. Un dernier point, entourez-vous des meilleurs. Ça, je l'ai un peu appris sur le tard. L'environnement, on se rend pas compte comment l'environnement vous modifie, en fait, vous façonne. Voilà, si vous voulez vous former en immobilier, prenez les meilleurs. En cuisine, prenez les meilleurs. En judo, prenez les meilleurs. En bourse, prenez les meilleurs. Inspirez-vous des meilleurs, quoi. Pas de place aux moyens, quoi. Ne soyez pas le plus intelligent dans la pièce.
Moi, j'avoue que j'ai eu une petite période comme ça où en fait j'étais le seul de mon entourage à me passionner d'investissement et en fait heureusement qu'il y avait un peu les forums etc ou des choses comme ça ou les livres où j'ai pu apprendre avec des gens qui étaient meilleurs que moi parce que c'est important. Et je note aussi que tu as dit la simplicité est importante. Je pense que c'est un truc qu'on n'entend pas souvent et moi que je trouve également assez important parce que je vois souvent chez les plus jeunes de mon audience qui cherchent à trouver le truc dernier truc à la mode, le machin fractionné etc. Que je leur explique souvent, regardez les familles les plus riches avec les family office, regardez les entrepreneurs qui savent faire du pognon, regardez leur patrimoine, il y aura l'immobilier, de la bourse, un peu de private equity, il y aura pas le dernier truc à la mode. Parfois, la simplicité, c'est aussi comme ça qu'on en gagne. On n'a pas besoin de faire des trucs forcément très compliqués et très inventifs. Je partage 100%. Écoute, je suis très heureux de t'avoir reçu sur la chaîne, Philippe. Je te remercie pour cette interview. Je vous rappelle d'aller voir la description de la vidéo puisqu'on vous mettra pas mal de trucs. Et puis pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, c'est encore temps de le faire dans la description de la vidéo. Il y aura une petite surprise avec Philippe d'ici quelques jours que vous recevrez par mail. Merci beaucoup Julien pour ton invitation. Merci à toi.